Bonjour Christian, bienvenue à Paris. Nous allons parler de ta chaire Capital Humain et Innovation. La première question qu'on a envie de te poser, c'est depuis quand existe cette chaire et qui l'a fondée? La chaire Capital Humain et Innovation a été fondée il y a presque 10 ans, il y a 9 ans exactement, à Grenoble IE, par Didier Retour et moi-même. Et à l'origine, il y a le constat avec les DRH de notre écosystème d'un manque, d'un défi. L'innovation, ce ne sont pas seulement de la technologie et du marketing, ce sont d'abord des gens, des chercheurs, des ingénieurs, des docteurs, qu'il faut mettre en ordre de marche, et c'est tout sauf simple. Donc c'est un véritable enjeu de management et de capital humain derrière. Un véritable enjeu de management et un défi vraiment pour les DRH qui, traditionnellement, ne sont peut-être pas toujours orientés vers la contribution au service de l'innovation. Et alors précisément, les entreprises qui sont participantes de cette chaire, il y en a combien et plutôt dans quel secteur? Aujourd'hui, il y en a une dizaine. Elles sont dans les grands systèmes et grands secteurs de l'écosystème grenoblois, c'est-à-dire la microélectronique et l'informatique. On a par exemple Schneider Electric, ST Microelectronics, Soitec, le CEA, HP Enterprise, Becton Dickinson, General Electric. Toutes ces entreprises sont les fleurons de l'écosystème local. Donc une dominante quand même de l'électronique et de l'informatique finalement. Oui, cela ressemblant avec tout simplement la spécialisation territoriale propre à Grenoble. Alors, quand on lance une chaire comme cette chaire Capital Humain et Innovation, on a envie d'avoir des résultats. Donc, comment concrètement on travaille avec ces entreprises? Eh bien, notre chaire était conçue comme une sorte de fusée avec 3 réacteurs. La recherche, l'échange de pratiques et la formation. La recherche, nous l'avons orientée vers 3 grands thèmes, on y reviendra peut-être, la gestion des experts, l'orientation de tous les salariés vers l'innovation et l'innovation managériale. L'échange de pratiques aussi est important. Il s'agit d'organiser des séminaires, des workshops qui permettent de faire du co-développement, mais également de faire surgir des besoins et des tendances. Puis enfin la formation avec des conférences et une masterclass dédiée. Alors, précisément sur cette question de la formation, vous engagez qui? C'est-à-dire quels sont les participants de ces formations? Est-ce que, par exemple, vous avez de temps en temps des élèves ingénieurs qui sont... Alors nous engageons des classes de master que nous mélangeons au service des clients de la chaire parce que nous les mettons en mode de consulting pour les besoins concrets de ces entreprises. Et il se trouve que les masters impactés sont les masters RH, entrepreneuriat et innovation, où il n'y a pas que des élèves gestionnaires, mais également parfois des profils scientifiques et des élèves ingénieurs. Alors, la question de l'innovation, c'est une question aujourd'hui cruciale. Toutes les entreprises en parlent. Tu disais tout à l'heure, finalement, l'innovation, c'est un peu l'affaire de tous dans l'entreprise. Comment concrètement on arrive à mobiliser l'ensemble des collaborateurs à développer de l'innovation? C'est effectivement une question très importante aujourd'hui pour les dirigeants et les DRH. On a d'abord essayé d'apprendre des entreprises, notamment de certaines d'entre elles. On a reçu IBM, on a reçu Schneider, on est allé voir Ubisoft, etc. Et ce qui nous est apparu, c'est qu'il y avait sans doute 4 grands leviers. On a appelé ça le modèle SIM. SIM, C-I-M-E, avec C comme compétences. Il faut bien sûr avoir les bonnes compétences, et ces compétences ne sont pas technologiques seulement, elles sont aussi sociales. I comme incitation, il faut inciter à la créativité et l'innovation. Et ce n'est pas seulement une affaire monétaire, la reconnaissance, l'autonomie joue beaucoup. C-I-M-E, M comme management de proximité. Il s'agit que le management de proximité ne décourage pas les idées sauvages, voire encourage à sortir du cadre. Et puis E comme environnement de travail. C'est la question du design de l'espace, mais c'était aussi la culture organisationnelle. Alors, au-delà de la mobilisation de tous, il y a un enjeu clé dans les processus d'innovation qui a été un mouvement que vous travaillez, je crois, au sein de la chaire, qui est le mouvement de l'Open Innovation. Je voudrais que tu nous en dises un peu plus, parce que c'est l'ouverture des processus d'innovation à l'écosystème, en quelque sorte. Voilà, l'innovation est de plus en plus ouverte, c'est une dynamique qui est engagée depuis de nombreuses années. Par contre, on n'est pas sûr que tous les acteurs de l'entreprise, et notamment tous les DRH, aient pris la mesure de ce que cela implique. L'open innovation, c'est notamment très vrai dans les pôles de compétitivité. Ces pôles sont des usines à projets et des usines à projets collaboratifs. Or, un projet collaboratif, c'est une sorte de projet interculturel. Il ne s'agit pas de culture nationale ici, mais bien de culture professionnelle qu'il faut mélanger, faire travailler ensemble, rien d'évident. On s'est attaché à suivre des projets collaboratifs dans le temps pour voir la dynamique d'innovation. Et nous avons bien fait apparaître 3 grandes phases. Au début, l'enthousiasme, la bonne volonté à coopérer sont très présentes et sont à un haut niveau. Puis, au fur et à mesure que les réunions se passent, que les incompréhensions se multiplient,
Cette coopération diminue et il faut beaucoup de temps et une certaine patience pour que ça remonte. On a mis en évidence 2 bonnes pratiques qui aident à cette remontée. D'abord, l'avancée des prototypages. Plus tôt on a des objets intermédiaires, plus vite on se comprend, tout simplement. On est en fait dans une méthode un peu de design thinking finalement. Alors, le design thinking, comme tu le sais, c'est être centré sur le client. Oui, bien sûr. Ça peut amener effectivement à faire des prototypes très Voilà, tôt. c'est le prototypage. Oui. Et c'est peut-être un point commun de ce point de vue-là. L'autre bonne pratique, c'est la cohésion d'équipe. On la connaît très bien en intra-entreprise. Pourquoi ne la fait-on pas davantage en inter-entreprise alors qu'elle est plus nécessaire? Alors j'ai une question importante puisque effectivement c'est un lieu de création de savoir, donc c'est un lieu où vous faites de la recherche. Quels sont les résultats au bout de 10 ans? On en est où sur le plan de la recherche, d'articles, de publications, de colloques? Alors, sur le plan de la recherche, 3 grandes familles de résultats. Les premiers sur les pôles de compétitivité et l'open innovation. Et là, nous avons publié en français, en anglais, mais notre plus grande satisfaction, c'est d'avoir fait prendre conscience aux DRH, notamment les DRH locaux, que l'open innovation, ça les concernait, que c'était un enjeu pour eux et qu'ils devaient la soutenir. Le deuxième grand résultat, c'est la modélisation des bonnes pratiques RH qui peuvent soutenir l'innovation. C'est le modèle SIM qu'on a également publié. Et puis le troisième grand résultat, c'est tout ce qui est relatif à l'innovation managériale. Car en quelque sorte, on ne fait pas du neuf avec du vieux. Si on veut qu'il y ait de l'innovation produit au service, sans doute faut-il aussi changer le management en interne. D'ailleurs, sur le thème de l'innovation managériale, est-ce que vous êtes dans le mouvement un petit peu aujourd'hui de l'empowerment, de la décentralisation, voire de l'entreprise libérée? Est-ce que ça passe par là pour faire de l'innovation? C'est une question que nos adhérents nous ont posée en disant cette chose-là, cette entreprise libérée dont on parle tant, est-ce sérieux? Faut-il que nous, on s'en empare? Faut-il que nous, grandes entreprises, nous la mettions en pratique? Alors, on a regardé ça de manière très pragmatique, avec une juste distance, sans être ni contempteur ni admirateur béat du modèle. Et qu'à l'appui, nous avons montré qu'il pouvait y avoir une bonne dynamique et notamment une synergie entre des pratiques qui libèrent les énergies au travail, en termes de recrutement, en termes de temps, et la qualité de vie au travail qui peut se nourrir aussi d'autonomie. Attention néanmoins, le réglage est fin car il y a également des risques. Si certaines conditions ne sont pas réunies ou s'il y a trop de surcharge mentale, on peut également produire moins d'innovation et moins de qualité de vie au travail. Évidemment, donc on a de beaux résultats au bout de 10 ans. Et pour le futur, qu'est-ce que tu envisages? On va d'abord tracer le sillon de l'innovation managériale et de toutes ces transformations qui aujourd'hui sont à l'agenda des entreprises pour nous demander si, avec le digital, avec le co-développement, avec l'agilité, nous avons vraiment des pratiques qui soutiennent l'innovation produits et services et à quelles conditions. Le deuxième thème qui va nous occuper, c'est l'innovation frugale, innover à l'envers, comme dit notre collègue Christophe Midler. Et puis enfin, on va s'attaquer à cette question un peu redoutable que beaucoup de DRH ont sur leur agenda. Comment peut-on prévoir ou anticiper des compétences pour l'innovation, sachant qu'on ne sait pas encore de quelles compétences tout simplement on a besoin? Et ça, c'est quelque chose qui est une sorte de contradiction, qui est très vrai notamment dans le domaine du numérique, et le numérique aujourd'hui irrigue toute notre économie. Je pense qu'avec ces questions, nous avons de quoi nous occuper quelques années. Et puis une question qui est fondamentale, qui est d'ailleurs posée dans un grand forum qui a lieu en ce moment à Paris, le NetExplo, qui est l'enjeu de l'intelligence artificielle, parce que ça va impacter aussi les pratiques d'innovation. Merci. Merci Jean-Henri.